La Chine ne se contente pas de construire des infrastructures. Elle érige des preuves physiques en acier et en béton qui démontrent une chose avec une clarté éclatante. Ce que le reste du monde juge impossible n'est en réalité que quelque chose qui n'est pas encore terminé. Il existe un écart profond entre planifier des travaux publics et redéfinir complètement ce qu'un ouvrage public peut devenir. Pendant qu'en Europe, un aéroport peut mettre des décennies à obtenir son feu vert et que la modernisation ferroviaire aux États-Unis se discute pendant des générations, la Chine exécute. Elle construit plus vite, plus grand, et sans aucun signe de ralentissement. En 1980, c'était encore un pays majoritairement agricole, avec une grande partie de sa population vivant dans des zones rurales sans électricité fiable, ni infrastructure de base. 4 décennies plus tard, c'est la deuxième économie mondiale, leader incontesté de la fabrication et l'exemple le plus frappant de transformation urbaine accélérée. Ce qui aurait pris des siècles à d'autres époques de l'histoire s'est déroulé ici en une seule génération. Ce n'était pas un hasard, c'était un choix stratégique maintenu sur la durée. Classement numéro 7. Chongqing, une ville qui dans des conditions normales ne devrait même pas exister. Plus de 30 millions d'habitants installés sur un terrain montagneux extrême, traversé par d'immenses fleuves et des dénivelés qui rendraient impossible toute planification traditionnelle. La réponse n'a pas été de s'adapter au terrain, mais de le dominer. La ville fonctionne sur plusieurs niveaux superposés. Des autoroutes surélevées qui enjambent d'autres autoroutes, des tunnels qui percent les montagnes et des liaisons qui transforment l'espace urbain en une véritable structure tridimensionnelle. Dans un même immeuble, 2 résidents peuvent entrer par des accès totalement distincts, séparés par des dizaines de mètres de hauteur, sans jamais partager la même rue. Le système de métro pousse cette logique à l'extrême. Il ne contourne pas les obstacles, il les traverse. Des trains de fort tonnage coupent à travers des bâtiments résidentiels avec une précision telle que le bruit et les vibrations restent pratiquement imperceptibles pour les habitants. C'est une solution qui ne se contente pas de résoudre un problème urbain. Elle redéfinit ce qui est possible en ingénierie appliquée aux villes complexes. Et au-delà des infrastructures, Chongqing s'impose comme un pôle de développement technologique. Surtout en robotique, où elle produit déjà des machines capables de fonctionner dans des usines, d'interagir avec les humains et de s'adapter à divers environnements, le tout à grande échelle et avec une mise en œuvre ultra rapide. Classement numéro 6. Le New Century Global Center à Chengdu élève le concept de construction à un tout autre niveau. Il ne vise pas la hauteur, il vise la capacité. Avec une surface dépassant le 1,5 million de mètres carrés, c'est le plus grand bâtiment du monde en termes d'espace utilisable. Mais ce qui impressionne vraiment, ce n'est pas sa taille. C'est ce qu'il contient, une ville entière sous un seul toit. Hôtels, bureaux, zones commerciales, espaces de loisirs et quartiers résidentiels cohabitent dans une même structure conçue pour fonctionner en continu. À l'intérieur, il y a même une plage artificielle complète. Ce n'est pas une simulation basique. Sable véritable, eau à température contrôlée, vagues générées mécaniquement et un système d'éclairage qui reproduit le cycle du jour avec une telle précision que le corps humain réagit comme s'il était sous le vrai soleil. Tout cela dans une ville située à des centaines de kilomètres de la mer. Ce n'est ni une expérience ni une attraction ponctuelle. C'est une infrastructure pensée pour un usage quotidien, intégrée à la vie de millions de personnes. Le schéma se répète, échelle extrême, exécution rapide et une vision où les limites traditionnelles cessent d'être des références valables. Il ne s'agit pas seulement de construire plus, mais de construire d'une façon qui oblige le reste du monde à repenser ce qui est vraiment possible. La climatisation d'un espace de cette dimension est un autre exploit d'ingénierie dont peu d'articles parlent. Le système de gestion thermique du New Century Global Center est l'un des plus complexes jamais installés dans un bâtiment à usage mixte, avec des zones différenciées de température, d'humidité et de circulation d'air adaptées à chaque type d'espace. Toutes coordonnées par un système central qui traite les données en temps réel et ajuste les conditions en fonction de l'occupation et des activités en cours. C'est une ingénierie invisible qui permet à une plage tropicale et à une salle de congrès remplie d'équipements électroniques sensibles de coexister sous le même toit sans interférer mutuellement. Numéro 5. Le chemin de fer Qinghai-Tibet. La ligne qui ne devrait pas pouvoir exister. Il existe une règle non écrite en ingénierie ferroviaire qui dit qu'au-dessus d'une certaine altitude, les trains ne fonctionnent tout simplement pas de manière fiable. Les moteurs perdant de la puissance à cause de la baisse d'oxygène. Les freins se comportent différemment sous pression atmosphérique réduite. Les structures de voies subissent des cycles thermiques si extrêmes que les matériaux classiques se dégradent dans des délais inacceptables. Et les passagers, exposés à des altitudes supérieures à celles de n'importe quel train classique, ont besoin d'un soutien médical actif pendant tout le trajet. Le chemin de fer Qinghai-Tibet ignore toutes ces règles.
Cette ligne relie Xining, capitale de la province du Qinghai, à Lhasa, capitale de la région autonome du Tibet, sur près de 2000 km qui traversent le plateau tibétain, l'un des environnements géographiques les plus extrêmes de la planète. Le point culminant dépasse les 5000 mètres d'altitude. Pour comprendre ce que cela signifie en termes atmosphériques, c'est une altitude où les pilotes d'avions de ligne doivent utiliser de l'oxygène supplémentaire obligatoire si la cabine n'est pas pressurisée. Les passagers du train voyagent dans des wagons qui sont l'équivalent fonctionnel de cabines d'avion, avec pressurisation active et système d'oxygène individuel à chaque siège qui s'activent automatiquement quand les capteurs détectent une chute du taux d'oxygène sanguin en dessous du seuil de sécurité. L'infrastructure de voies sur le plateau tibétain a dû résoudre un problème géotechnique presque sans précédent documenté, le pergélisol. Le sol du plateau reste gelé en permanence à faible profondeur. Ce qui signifie que toute structure qui réchauffe le sol sous-jacent, comme une voie ferrée qui conduit la chaleur du trafic, risque de déstabiliser la couche de pergélisol et de provoquer un affaissement progressif. La solution mise au point par les ingénieurs chinois combine des viaducs surélevés qui maintiennent la voie à distance du sol dans les zones les plus sensibles, des tubes de refroidissement verticaux enfoncés dans le pergélisol pour garder sa température en dessous du seuil de congélation même en été, et des matériaux de construction spécialement formulés pour les écarts de température extrêmes qui caractérisent le plateau, où la différence entre les maxima d'été et les minima d'hiver peut dépasser 60 degrés Celsius. L'impact géopolitique et économique de cette ligne est aussi majeur que l'aspect technologique. Le Tibet, autrefois accessible depuis le reste de la Chine uniquement par des routes de montagne ou par avion dans des conditions météo limitantes, est aujourd'hui relié par une voie ferrée à haute capacité qui a transformé les flux de personnes et de marchandises vers et depuis la région. Ce n'est pas seulement de l'ingénierie, c'est une infrastructure au service de l'intégration territoriale à une échelle qu'aucun autre projet de transport récent n'a atteinte de manière aussi directe. Numéro 4. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, reliant 3 juridictions au-dessus de la mer ouverte. 55 km d'infrastructures continues sur l'eau. Ce n'est pas simplement le plus long pont maritime de la planète. C'est le projet d'ingénierie de connectivité le plus complexe jamais réalisé dans une zone d'eau comme le delta de la rivière des Perles. Courant à 4 nœuds, activité sismique modérée, passage constant de navires à fort tirant d'eau vers l'un des ports les plus actifs du monde et typhon de catégorie 5 qui frappe la région avec une régularité statistique parfaitement documentée. La solution développée par les ingénieurs pour résoudre la contradiction apparente entre un pont continu et la nécessité de maintenir les routes maritimes vers le port de Hong Kong opérationnel a été un tunnel sous-marin de 6 km qui permet aux véhicules de plonger sous le fond marin pendant que les navires passent au-dessus. Pour relier le pont aérien au tunnel sous-marin, et 2 îles artificielles ont été construites en pleine mer, des structures de plusieurs hectares reposant sur des caissons d'acier enfoncés jusqu'au fond et remplies de béton et de sable compacté. Ce ne sont pas des plateformes provisoires, ce sont des îles permanentes équipées d'infrastructures de services, de seedance, de systèmes de ventilation pour le tunnel, d'équipements de contrôle du trafic et d'une capacité pour des opérations de maintenance continue. La construction complète a nécessité 9 ans de travail en équipe 24 heures sur 24, avec 6000 ouvriers spécialisés opérant simultanément sur plusieurs points du chantier. Le pont SE est conçu pour résister à des séismes de magnitude 8 sur l'échelle de Richter, à des vents soutenus de 200 km/h et à des vagues atteignant 16 mètres de haut. Depuis son inauguration en 2018, le temps de trajet entre Hong Kong et Zhuhai est passé de 4 heures par route terrestre à 30 minutes directes, transformant la dynamique économique d'un delta qui abrite 68 millions de personnes. Numéro 3. Les spectacles de drones, la chorégraphie du futur exécutée en temps réel. Des milliers de points lumineux se déplaçant en formation parfaite au-dessus des villes chinoises ne sont ni de l'animation numérique ni des effets spéciaux en post-production. C'est de l'ingénierie de précision qui se déroule en direct, coordonnée par des algorithmes qui traitent les données de position, de vitesse et d'orientation de chaque unité individuelle 1000 fois par seconde, générant des ajustements de trajectoire qui maintiennent la formation entière dans des marges d'erreur mesurées en centimètres à des hauteurs de centaines de mètres. Le record actuel reconnu est de 10 000 drones volant simultanément dans une chorégraphie coordonnée de 15 minutes. Chaque unité pèse 200 grammes, embarque un système d'éclairage LED programmable sur tout le spectre RGB et un récepteur GPS de précision centimétrique qui actualise sa position plusieurs fois par seconde.
Un ordinateur central convertit des conceptions tridimensionnelles en routes de vol individuelles pour chaque drone, calculant la trajectoire optimale qui permet à chaque unité d'atteindre sa position au moment exact exigé par la chorégraphie sans entrer en collision avec aucune des autres unités évoluant simultanément dans le même espace aérien. Le coût par unité en production de masse est inférieur à $500. Un spectacle de 1000 drones a un coût total comparable à celui d'une exhibition de feux d'artifice classique de durée et d'impact visuel similaire, avec la différence que les drones sont réutilisables indéfiniment, ne produisent ni déchets ni pollution et peuvent être reprogrammés pour créer n'importe quelle figure, animation ou récit visuel souhaité par le concepteur. Shanghai, Shenzhen, Wuhan et Guangzhou rivalisent régulièrement pour le spectacle le plus complexe et le plus impressionnant. L'Occident organise des démonstrations de drones lors d'événements ponctuels. La Chine les programme chaque week-end dans des dizaines de villes en même temps. La différence ne réside pas dans la technologie disponible. Elle réside dans l'échelle à laquelle on décide de la déployer. Numéro 2. L'aéroport international de Pékin-Daxing, construit dans le temps qu'il faut à d'autres pays pour approuver les plans. Il existe un indicateur que l'industrie aéronautique utilise pour mesurer l'ambition d'un projet aéroportuaire. Le nombre d'années entre la décision de le construire et le premier vol commercial. L'aéroport de Heathrow à Londres a mis 19 ans pour achever sa 5e terminale capable d'accueillir 45 millions de passagers par an. L'aéroport international de Berlin-Brandenburg a pris 14 ans depuis le début des travaux jusqu'à son inauguration, marqué par des retards et des problèmes d'exécution devenus un cas d'école sur la mauvaise gestion d'un projet d'infrastructure. L'aéroport de Pékin-Daxing a mis 4 ans du début des travaux au premier vol commercial. Capacité, 100 millions de passagers par an, plus du double de la 5e terminale de Heathrow, en moins d'un quart du temps. La conception du bâtiment terminal, surnommé l'Étoile de mer pour son plan en 5 bras, partant d'un noyau central, n'est pas un choix esthétique arbitraire. C'est la solution d'ingénierie de flux de passagers, la plus efficace que les architectes et les experts en opérations aéroportuaires aient trouvée pour la capacité visée. Depuis n'importe quel point des bras d'embarquement, le parcours maximum jusqu'au noyau central où se concentrent les services communs ne dépasse pas 600 mètres, garantissant qu'aucun passager n'a à marcher les distances qui, dans d'autres aéroports de capacité comparable, peuvent dépasser les 2 km. Les bras courbes qui relient au noyau sont conçus non seulement pour leur efficacité visuelle, mais aussi pour maximiser la lumière naturelle dans les zones d'attente, réduisant ainsi de manière significative la consommation électrique d'éclairage par rapport aux aéroports à architecture classique. Sous le bâtiment terminal se trouve une gare de train à grande vitesse qui relie l'aéroport au centre de Pékin en minutes et à Tianjin en 40. Les passagers arrivant par avion peuvent enregistrer leurs bagages directement à la gare pour leur vol de départ, supprimant ainsi le besoin de traiter les bagages à l'aéroport. C'est un système d'intégration intermodale que pratiquement aucun autre aéroport au monde n'a mis en œuvre avec une telle fluidité. L'aéroport a également été conçu pour fonctionner comme un hub de connexion régionale, avec une capacité de traitement du transit qui lui permet de gérer le volume de correspondance des plus grands aéroports européens, avec des temps de transfert difficiles à égaler même dans les terminaux les plus efficaces du monde. Numéro 1, la tour de Shanghai, l'immeuble qui transforme sa plus grande menace en sa principale source d'énergie. Et 632 mètres de haut. Le bâtiment le plus haut de Chine est le 3e au monde après le Burj Khalifa et le Merdeka 118. Mais la hauteur est le détail le moins intéressant de cette structure. Ce qui rend la tour de Shanghai vraiment différente de tous les gratte-ciel qui l'ont précédée n'est pas ce qu'elle atteint vers le haut, mais ce qu'elle fait des forces qui tentent de la renverser. Shanghai se trouve dans une zone de typhon récurrent et d'activité sismique modérée. Un bâtiment parfaitement vertical de cette hauteur à cet emplacement serait soumis à des pressions latérales de vent qui, en conditions de typhon de catégorie 4, atteindraient dans des valeurs que aucun design classique ne pourrait absorber de manière structurellement efficace. La solution développée par les ingénieurs du projet a été de transformer la forme du bâtiment en son principal système de défense contre le vent. La tour de Shanghai tourne de 120 degrés de sa base à son sommet, une spirale continue qui dévie le vent autour de la structure au lieu de le recevoir de front, réduisant la pression latérale destructrice jusqu'à 60% par rapport à un design droit équivalent. Pendant un typhon de catégorie 4, le bâtiment bouge jusqu'à 1 mètre à son sommet. Les résidents des étages supérieurs perçoivent un balancement doux. La structure ne subit aucun dommage. C'est la même philosophie qui rend un arbre plus résistant au vent qu'un mât rigide. Mais l'innovation la plus révolutionnaire se trouve au sommet.
270 turbines éoliennes à axe vertical sont intégrées dans la façade extérieure du bâtiment à ses niveaux supérieurs. Ces turbines captent les vents constants et à haute vitesse qui existent à 600 mètres d'altitude, produisant de l'électricité en continu. Dans des conditions normales, elles fournissent jusqu'à 10% de toute l'électricité consommée par le bâtiment de 128 étages. Le vent qui tente de renverser la tour de Shanghai est simultanément capturé par elle pour alimenter ces systèmes. Mais c'est la définition la plus précise de l'ingénierie brillante. Transformer la menace principale d'un système en sa source d'énergie. Les fondations atteignent 86 mètres de profondeur, ancrées dans la roche solide sous les sédiments mous du delta du Yangtze. La structure en acier pèse plus de 120 000 tonnes, l'équivalent de 17 tours Eiffel. Le système de double façade, avec 1 mètre d'espace entre deux couches de verre, crée une isolation thermique passive qui réduit la consommation de climatisation jusqu'à 40% par rapport au design classique en verre simple. Les ascenseurs atteignent des vitesses de 18 mètres par seconde, montant 118 étages en 55 secondes. Les passagers ressentent la pression dans les oreilles comme lors du décollage d'un avion. Et un système de pressurisation progressive gère ce gradient pendant la montée. La plateforme d'observation au 118e étage, à 560 mètres de hauteur, comporte des sections de sol transparents. Par temps clair, la visibilité atteint 50 km dans toutes les directions. Le fleuve Huangpu serpente en bas. Le port de Shanghai s'étend vers l'est, et des milliers de gratte-ciel remplissent l'horizon dans toutes les directions, rappelant à quiconque regarde d'en haut que tout ce paysage urbain, qui semble aujourd'hui éternel et établi, n'était il y a 30 ans qu'un ensemble de rizières. Shanghai compte aujourd'hui plus de gratte-ciel de plus de 200 mètres de haut que New York, et elle continue d'en construire. Ces 7 projets ne sont ni des anomalies, ni des coïncidences de ressources. Ils sont l'expression la plus visible d'une philosophie de développement qui considère l'infrastructure comme un investissement générationnel et non comme une dépense politique à court terme. Tandis que les systèmes démocratiques occidentaux négocient chaque projet entre des cycles électoraux qui privilégient le consensus immédiat, le modèle chinois permet des engagements sur des décennies qui produisent des résultats qu'aucun cycle électoral de 4 ans ne pourrait générer. Cette différence philosophique produit une différence de résultats que les données rendent irréfutables. En l'an 2000, la Chine avait 0 km de train à grande vitesse. Aujourd'hui, elle en a 42 000, plus que le reste du monde réuni. En 1990, Shanghai n'avait aucune ligne de métro. Aujourd'hui, elle en compte 800 km opérationnels sur 16 lignes. Est-ce un système sans coût ? Non. Implique-t-il des déplacements forcés de population ? Dans plusieurs cas, oui. A-t-il des impacts environnementaux que les scientifiques chinois eux-mêmes reconnaissent ? Indéniablement. Mais ça marche. À une échelle et à une vitesse qu'aucun autre modèle n'a réussi à égaler. Et quand quelqu'un dira que quelque chose est impossible à construire, à concevoir ou à financer, rappelez-vous qu'en Chine, cet argument a pratiquement perdu tous les débats qu'il a eus avec la réalité. Impossible, dans l'ingénierie chinoise contemporaine, ne signifie pas que ça ne peut pas se faire. Cela signifie simplement qu'ils n'ont pas encore commencé.